Nous poursuivons cette journée d'interview sur la 23e édition du Private Equity Exchange avec un face-à-face d'une dizaine de minutes avec un avocat qui est sur le marché depuis quelques années, qui aujourd'hui est associé au sein de Winston & Strawn et qui porte la practice Private Equity. Je parle évidemment de Green Lareche. Bonjour Green. Bonjour Mathieu. Merci infiniment d'être avec nous. Tu étais sur scène à l'instant pour faire le point sur le LBO, le monde du LBO, pour donner ta vision. Bon, on est au milieu du guet là. Ça fait 2 ans qu'on se dit qu'on a une grosse correction sur le marché, que le deal flow est moindre, que certains s'en sortent, mais quand même que c'est un petit peu moins actif, que les deals s'allongent, que les négos, que l'alignement des intérêts entre l'offre et la demande sur le prix, c'est compliqué. Que voilà. Est-ce que c'est vrai? Comment tu vois le marché, toi, qui quotidiennement conseille des LBO mid-cap? Ah oui, absolument. La réalité, c'est qu'elle est plurielle, cette réalité. C'est-à-dire qu'on a des secteurs qui sont des secteurs protégés, des secteurs résilients, contracycliques, pour lesquels il y a des hauts niveaux de valorisation et donc de l'activité pour les conseils. Et puis des secteurs qui sont peut-être un peu plus sinistrés parce que plus conjoncturels, liés à des matières premières, liés également probablement au contexte géopolitique international. Et donc dans tout ça, souvent on a dit qu'il y allait y avoir un ralentissement, des corrections extrêmement importantes. Mais moi ce que j'observe depuis 18 mois, c'est quand même un maintien sur un marché français qui est quand même très mature par rapport à d'autres marchés du LBO. Le premier européen, continental. Exactement. Et dans la zone Europe, des marchés émergents comme l'Espagne ou l'Italie, où les opérations de LBO les marchés sont peut-être un peu moins matures, mais des acteurs du private equity installent leurs bureaux et les transactions se développent au niveau européen. Donc, au total, je dirais qu'évidemment, on n'est pas sur des niveaux de volume de transactions post-Covid. Et d'ailleurs, quand on parle du post-Covid, il y a eu beaucoup de recorrections parce qu'il y avait eu un effet un peu de stockage puis de déstockage. Donc on n'est pas sur les niveaux de 2021, voire de 2022. Mais 2024 reste un cru qui est tout à fait satisfaisant. Et 2025 s'annonce plutôt bon, d'autant qu'en plus, on a levé l'incertitude. Après, on peut commenter l'actualité de l'élection américaine. Ouais, c'est vrai que, alors là, j'entends tous les sons de cloche dans la crystal ball et le tien est plein de, on va dire, de positifs et tant mieux. Mais c'est vrai qu'il y en a qui me disent en large cap, il n'y aura rien. En mid cap, ça va le faire un peu. Et le small, j'ai l'impression qu'il n'a pas été trop touché parce qu'il y a toujours eu un peu de volume. Oui, mais c'est un peu ça. Voilà, déjà, les vérités absolues, je m'en méfie par définition. L'impact des élections américaines, donc ce dont on discutait, c'est vrai que ça peut avoir une influence sur notamment le niveau général des taux d'intérêt, sur la politique éventuellement protectionniste de la nouvelle administration en place, et donc sur des business qui sont très développés à l'exportation, ça peut avoir des effets, je dirais, limitants. Moi, ce que j'observe, c'est qu'on a un segment small cap qui se maintient avec un volume de transactions qui me paraît à peu près identique. Le mid cap, ça dépend de quel mid cap et de quel, c'est ce que je disais tout à l'heure. La polarisation dont tu parlais. Voilà, la polarisation sur certains secteurs comme la tech ou la santé qui continue quand même à avoir, notamment la tech, où il continue d'y avoir la tech, le large cap, hein, parce que le venture, ouais. enfin non. La tech, les grosses boîtes. Non, quoi. non, je parle d'entreprises matures, profitables, qui ont fait leurs preuves et on est au premier, deuxième, troisième LBO. Je ne parle pas de grosses ou de choses comme ça. Et on me disait sur scène qu'on arrivait à faire des multiples de 15-20 fois encore. C'est pas du tout un problème. Non, c'est pas du tout un problème. Il faudrait poser la question. Quand même, bon. Évidemment, je suis astreint à devoir de réserve, mais ce que j'ai pu observer par les quelques mois précédents, c'est qu'on est plutôt sur un bas de fourchette plutôt qu'un haut de fourchette. C'est-à-dire que, on va dire, en 2021, on était capable d'avoir des multiples qui étaient vraiment à 2 chiffres, très importants. Là, on est plutôt peut-être sur le bas de fourchette de multiples importants, y compris dans des secteurs qui ont une prime, parce qu'une barrière technologique à l'entrée, et donc qui confère à l'actionnaire majoritaire qui rentrerait dans le cadre d'un LBO sur ce type d'actifs, une sorte d'avantage comparatif. Quand on est en process, c'est la guerre. Il faut y aller, Ouais. il faut gérer les différentes étapes. Quand il y a un beauty contest, même si j'imagine que les deals sont peut-être un peu moins combattus en ce moment, peut-être, Non. puisque le marché est plus calme. Mais par contre, ce qui est plus difficile par rapport à avant, c'est que les temps s'allongent. Comment tu arrives à garder une tension positive dans le deal quand un truc prend 8 mois? La réalité, c'est qu'il faut essayer de se réinventer tout en ne se réinventant pas. Donc la contradiction est dans les termes, c'est qu'il faut être capable de donner à chaque fois de la perspective et de l'horizon. Et il faut peut-être parfois être capable de morceler en fait les objectifs sur un dossier qui dure par exemple 8 mois. Mais peut-être que la frénésie qui consistait à dire on va aller au closing en 5-6 semaines auparavant,
il faut faire des points, de nombreux points intermédiaires, que ce soit avec son propre client, que ce soit avec les contreparties, et s'engager dans une logique de collaboration et non pas d'affrontement. C'est d'ailleurs tout le sel, je dirais, de la matière transactionnelle. C'est-à-dire que oui, il y a le temps de la négociation, oui, il y a le temps de la défense des positions de chacun, mais il y a surtout le temps de la collaboration pour arriver Après, pendant à bon 5-6 port. ans, on bosse ensemble. Exactement, exactement. Et on m'a parlé aussi d'un phénomène qui se retrouve de plus en plus, je ne sais pas si tu le vois, qui est que maintenant, quand tu veux vendre bien en tant que GP, tu es quasiment obligé d'acheter ton propre BP et de revenir au tour d'après. Tu le vois ça? Parce Alors, qu'en tout cas, on me l'a dit. il y a plusieurs façons il y a Parce deux que pour crédibiliser un BP non. aujourd'hui, a priori, Non, mais en fait, il y a deux questions et qui touchent à la structure. Il y a le réinvestissement je dirais, d'actionnaires existants, voire maintenant ce qu'on appelle la nouvelle mode des fonds de continuation, où en fait vous revenez, et là c'est plutôt au niveau en haut et non pas en bas, au niveau de la ligne, la ligne de la compagnie traditionnelle. Donc c'est vrai que il y a un prisme, ce que j'ai observé ces derniers mois, il y a un véritable prisme à ce que l'investisseur existant revienne d'une manière ou d'une autre dans le deal, parce que ça accrédite, ça crédibilise en fait le nouveau BP. Ouais. Voilà. Mais Ça, c'est vrai. on me disait qu'avant, on pouvait remettre 10-15 points, ça pouvait arriver. Là, il faut laisser 25 points dans le bousin, et en plus, c'est la taille du dessus. Ouais, c'est pas toujours évident. Et puis surtout, il y a aussi peut-être probablement le besoin aussi de tourner. Quand on a une équipe dirigeante qui a travaillé beaucoup avec un actionnaire, il y a parfois un phénomène d'usure. Et donc, c'est vrai que c'est pas comme ça, c'est pas inné, mais on l'observe. On l'observe. Qu'est-ce que tu souhaites au private equity pour 2025? Parce qu'on n'est pas encore dans les vœux de nouvelle année, mais qu'est-ce que tu lui souhaites à ce marché? Ce que je souhaite, c'est qu'il y ait une grande fluidité, un retour en fait à une forme de spontanéité sur les actifs multisecteurs, qu'il y ait un véritable alignement d'intérêts entre les équipes des fonds et les dirigeants, que le private equity serve à je dirais que le private equity serve à financer la croissance et une croissance positive. Il faut avoir une image très saine du private equity. C'est un outil d'alignement d'intérêts, un formidable outil de développement des entreprises et donc des hommes. Merci infiniment, Green, Merci pour beaucoup, Mathieu. les quelques minutes que vous avez pu prendre avec Merci. nous. On vous souhaite une bonne journée, mais avant cela, on se retrouve dans un instant pour la suite des interviews. Vous êtes sur Bismarck for Change au Private Equity Exchange. Merci.